Lucas, tu ne le vois pas. Au pire, tu cropperas. Ça fait bizarre, tu sais que j'ai pas l'habitude du tout de parler à un monteur dans mes trucs. Il va falloir que je délègue un truc un jour. Bah après, bah, t'as déjà commencé à savoir comment déléguer là. Lucas, tu es ma première expérience de délégation et c'est pour ça que je suis aussi catastrophique. Je m'excuse. Non, t'es pas cata. Juste, j'espère que quand t'as validé l'épisode 2 et l'épisode 3, il y avait plus rien, Lucas, d'accord? Après, c'est moi, t'as vu comment je suis exigeant, mec? Et je suis comme ça avec tous mes monteurs, mec. Bah, moi, pas du tout, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que c'est un truc de je veux pas être ce manager. Ah, c'est parce que tu veux pas être chiant? Parce qu'on a été chiant avec moi et je sais que en fait faut accepter les petites erreurs quoi. Mec, je peux tellement pas. Allez, ça part sur un autre épisode. Non, mais ça sera le début. Ça sera le début, au pire. Déléguer le montage. Tout le monde en parle en fait. Déléguer le montage le plus vite possible, etc. Mais en fait c'est hyper super dur. Surtout quand t'es monteur. Mec, je vois tous les petits défauts. Mais genre vraiment les tout petits mecs. Quel enfer. Je suis en mode là, t'as pas l'animation comme vraiment. Là, t'as pas lissé la vitesse. Alors que moi je m'en bats les reins, tu vois. Mais comment tu peux? Je comprends pas. Mais après mon montage c'est des cuts. Donc bon à partir de là Ah oui, ouais. c'est peut-être aussi pour ça que je suis plus sensible à la colorimétrie, l'étalonnage, tout ça. Plus qu'au cut et au rythme. Voilà. Là, tu vas voir qu'il y a un Ouais. peu trop de vert ou quoi. Moi, c'est parce que bah du coup, je vais voir toutes les animations qu'il faut pas. Et je vais avoir aussi les idées. Et je suis en mode, bah c'est dommage, tu peux l'améliorer en rajoutant ça en fait. Et tu l'as Ouais, pas je fait. Mais tu vois comme quoi on se complète bien. Je vais tellement loin que dans mon retour, je lui donne les paramètres et le nom de l'effet. Tu te rends compte de... Mais après là c'est plus délégué quoi. C'est autant le faire quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais comme ça, le monteur s'améliore, et c'est ce qui est en train de se passer. Le Ouais. monteur s'améliore, et du coup, Non c'est vrai, c'est deux management différents. le le but, c'est de l'améliorer aussi, tu vois, le gars. Le gars, il est débutant, donc... Ok, épisode 4. Bienvenue. Si Bienvenue. vous nous regardez, on a envie de parler des débuts en tant que vidéaste. Aller à l'encontre de ces conseils un peu bateaux qu'on retrouve un peu partout et plus arriver avec des choses très concrètes quoi. En fait, la dernière fois, avec Victor, on voulait se lancer en 2024. Ouais. En fait, du coup, on a partagé nos parcours de vidéos, tu vois, de comment on s'est lancé, et c'était trop bien. Mais du coup, il n'y a pas de conseils concrets, et je sais que des fois, les gens aiment bien les conseils concrets. Et comme la dernière fois, c'était très profond, je pense que faire un entre-deux en mode où on donne des conseils du genre trouvez votre moteur, nana, c'est pas les bons conseils. Je pense que des conseils vraiment très concrets du genre il faut que tu fasses ça, je pense. Il faut des deux. Il faut de l'introspection, il faut un travail avec soi-même, etc. mental, mais aussi mettre des choses concrètes dans la vraie vie quoi. En fait, il y en a trop qui se cachent derrière la technique sans penser au mindset. Il y en a trop qui pensent au mindset sans agir après, tu vois. Ils bouffent du dev perso, ils bouffent du truc, et après ils sont en mode ok. Tu sais qu'il y a une vague de gens, ça me trigger un peu parce que moi aussi j'utilise le mot mindset. Il y a une vague de gens qui disent ah mais le mot mindset c'est trop les charlatans et tout. Oui, bah On a le mot mentalité ou état d'esprit. Ça me trigger maintenant du coup. Le mindset. Mais je crois que je vais continuer à dire mindset. Mais c'est comme digital nomade. Hein. Digital nomads. Je dis tout le temps comme ça parce que c'est vraiment vu. Je vois vraiment le gars, ça. baraque, chemise en lin un peu ouvert, grosse barbe, et genre il travaille sur son 4 MacBook. minutes par jour. Ouais, ouais, c'est ça. Il travaille 1 heure avec son matcha. Et genre vraiment le mec c'est un Golgoth, il fait 2m20, il est vraiment comme ça. Son MacBook c'est un 13 pouces et il est comme ça. Et après il part faire du sport, tu vois. Et il est en Thaïlande. Enfin moi je vois ça quand je vois digital nomad. Beaucoup de choses galvaudées. Bref, on en revient au sujet, des choses très concrètes. Premier conseil concret, parce que maintenant, pour recontextualiser, ça fait 2 ans que je suis lancé. On parlera des étapes concrètes à mettre en place, mais je trouve que je me suis trop attaché à l'image en tant que vidéaste. Enfin, c'est normal, tu vois. Alors que le recul me fait comprendre que le son est plus important que l'image. C'est-à-dire que si on a des euros à dépenser au début, dépenser dans les micros, quoi. Moi, je viens d'acheter des Rode wireless, là, chose que j'aurais dû acheter il y a bien longtemps, parce que la prise son sur mes premiers mariages, ils étaient cata. J'avais mon petit Rode, c'est quoi? Videomic 2 Ouais, je l'ai, ouais. à 100 € là, qui est très bien, tu vois, mais c'est pas idéal dans toutes les situations. Donc ouais, j'aurais voulu dépenser plus là-dedans, faire un panel au moins micro HF, donc un truc sans fil wireless micro cravate quoi, un micro canon, et après si on veut vraiment créer du contenu, un micro podcast, chose qui est pas trop essentielle, mais un bon micro. Et là tu vois, je suis en pleine réflexion à investir dans du XLR plus que du micro jack là en ce moment. Ça coûte une blinde. Toutes les personnes plus avancées que moi me disent que ça fait toute la diff quoi. Donc En fait, je comprends qu'on soit attiré par l'image et en même temps, c'est ça qu'on voit. Et même pour revenir plus loin, hein, mais sur Twitter, les monteurs qui lâchent des beaux extraits avec de belles images, qui sont en mode waouh, c'est incroyable ce que tu fais. Et en fait, quand t'écoutes le son, il est éclaté. Et quand tu regardes la vidéo, du coup, t'es pas dedans parce que le son, il est mal géré, etc. Et le storytelling aussi. Et du coup, il y en a trop qui se cachent derrière une belle image, même si je comprends que l'image, c'est. Toi, c'est le côté. T'as ta vitrine, si ta vitrine elle est belle, tu vas rentrer dedans, mais si à l'intérieur, après, je sais pas, c'est la clair. musique elle est trop forte, tu vas ressortir du magasin. oui, c'est vrai. Tu vois, c'est marrant parce que quand je te dis le son c'est plus important que l'image, moi j'ai très l'acquisition de son, genre prendre le son. Et toi en fait t'as la vision de montage en mode les niveaux. Aussi, les ouais. gains. Ouais, il y a tu vois, j'avais l'acquisition. pas pensé. Enfin, c'est juste travailler le son. Ce conseil, il est ancré en moi depuis que Antoine Daniel, il avait fait une vidéo. Je sais pas si tu l'as vu. Il avait fait les 20 conseils pour débuter YouTube. Je te C'est jure. vrai Je te jure, Antoine Daniel avait fait ça. Oula. Et il avait dit le son est plus important que l'image. Soignez le son, nom de Dieu! Bien que l'image soit importante, le son l'est encore plus, car vous pouvez avoir une image dégueulasse, si le son est bon, ça va, par contre, si le son est inintelligible, personne ne s'intéressera à ce que vous racontez. Et à partir de là,
je l'ai entendu partout. Et c'est vrai que c'est le conseil classique. Mais finalement, c'est important de le répéter. C'est important de le dire, en fait. Ouais. Bah, je le répète aujourd'hui. Voilà. Premier Comme conseil. ça, on touche le maximum de personnes. Conseil numéro 2, c'est un peu lié au son, parce que tu as dit d'investir dans le son, et c'est en fait s'acheter l'équipement qui est vraiment utile. Tu parlais du micro-podcast qui n'était pas forcément essentiel au début. Ouais, grave. Tu peux acheter un Rode Wireless Pro et qui capte à peu près tous les besoins. Si t'es seul avec une face cam, t'as le micro. Si t'as une interview à faire, t'as le micro. Il y a juste quand tu filmes en vlog où c'est un peu plus compliqué. Quand tu veux capter les sons ambiants, et encore, ça peut marcher. Et c'est vraiment ce truc de pas commencer à vouloir s'acheter une grosse caméra avec plein de fonctionnalités. Parce que moi, quand j'avais mon G80, il y avait très peu de fonctionnalités. C'était déjà compliqué à prendre en main. Quand je suis passé sur mon S5 II, je me suis rendu compte à quel point on pouvait encore avoir plus de fonctionnalités. Et du coup, j'étais perdu, quoi. Et j'avais vraiment un temps de prise en main et j'étais en mode, heureusement que toutes les fonctionnalités de base, ISO et tout, shutter speed, j'ai commencé à les apprendre sur une caméra. Mais tu penses plus pas que petite. tu aurais pu les apprendre avec ton S5 II? Voilà, il était pas sorti à l'époque. J'aurais pu, mais j'aurais été perdu dans le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est intéressant. Tu sais, c'est comme si quelqu'un commence le montage et il prend tous les plugins de la Terre, tu vois. Tu t'es rajouté des fonctionnalités, tu vas être perdu, non? Déjà, apprends à faire tes cuts, tu vois, apprends la base, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, s'acheter le matériel, c'est un peu pareil. Ça sert à rien de s'acheter 14 filtres ND, même, je pense, débuter sans filtre ND, ça peut passer aussi, ou au moins un seul, tu vois. au moins un, tu vois. Mais peut-être pas commencer à avoir toute une palette avec des filtres mixtes, etc. quoi. Alors, commence simple, tu vois, achète le matériel et surtout, tu dépenseras mieux ton argent comme ça et tu pourras l'investir dans du son, dans ce qui est vraiment utile, du coup. C'est ça mon deuxième conseil, investir dans ce qui est vraiment utile. Ouais, moi, ça me parle parce qu'il y a 2 ans, tu vois, j'ai acheté cet A7 III qui est là. Et aujourd'hui, j'en ressens vraiment les limites, quoi. Tout ce qui est 8 bits, etc., la colorimétrie, elle est un peu limitée, l'écran retournable, etc. Est-ce que j'aurais voulu acheter, je sais pas moi, une FX3 le day one? La question se pose. Oui, après ça demande toujours un budget. Oui, effectivement, il y a la question du budget, mais il y a toujours ce truc de acheter ce qui est nécessaire pour vous au moment T versus ce qui vous durera le plus longtemps, tu vois. Aussi. Et tu vois, c'est toujours un jeu très compliqué. C'est toujours... Moi, je parle en termes de quantité, pas s'éparpiller de partout. Ouais, la quantité, ouais, je suis d'accord. T'as pas besoin d'une cage tout de suite, t'as pas besoin de 12 micros tout de suite. Prends un micro qui est bien polyvalent, quitte à ce que ça coûte plus cher. Je sais que l'objet qui me fait penser à ça, c'est quoi? Le stabilisateur. Les gens font des caisses sur le stab. J'en ai acheté un et les deux, j'en ai acheté deux, le SC et le RS3. Donc je suis passé au RS3 en pensant que ça allait changer quelque chose. Ouais. Je sais pas. Bah tu vois, en pensant que ça allait changer quelque chose, ça a jamais rien changé. Hein. Je l'utilise toujours peu. Et les seules fois où j'ai essayé de l'utiliser, j'ai tapé mon crâne. Après, les marques sont fortes pour en faire un bel objet marketing, etc. Ils en sortent un tous les ans. Non, et même en mode, faut mettre à jour son stabilisateur, tu sais. Et puis c'est un peu comme Apple avec la preuve sociale vis-à-vis des autres, tu vois. Quand tu vois un b-roll d'un vidéaste qui a son stabilisateur, il est vidéaste, quoi. Tu sens, waouh. Et en fait, en réalité, même les plus grands vidéastes te disent ouais, je l'utilise de temps en temps. Ouais. Et les stabilisations des caméras maintenant en plus. Moi, team rig main levée de ouf. Bref. Troisième conseil. Là, je me revois il y a 2 ans en train de. Mais c'est marrant parce que là, on tourne en juin et j'ai ouvert ma société le 17 juin. Donc presque 2 ans, jour pour jour. Et je me revois en train de speedrun le plus possible mon portfolio. Et je savais que c'était un truc qu'il fallait que je fasse le plus possible pour non seulement montrer des choses à mes futurs clients, mais pour me faire la main, quoi. Et je trouve que moi, j'accompagne pas mal de vidéastes débutants aujourd'hui. Je sais pas, c'est un truc qui les gens repoussent naturellement en mode j'ai pas envie de faire ça. Alors que c'est un passage obligatoire pour moi. Et ouais, faites-vous la main le plus vite possible, quoi. Bah, je suis d'accord. Bah voilà. Allez, c'était vos questions. Non, mais ça soulève un autre sujet qui est hyper intéressant, c'est que t'es pour ou contre le travail gratuit? Ça pourrait faire un épisode entier, ça. Ouais. Bah là, je vais juste donner mon avis, retomber sur ton conseil. Ça va Enfin, je vais pré-répondre parce que j'ai pas un avis très clair dessus, très tranché. Mais je pense qu'il y a une partie de oui. Par exemple, j'accompagne du coup plein de monteurs débutants et sur les monteurs débutants, à chaque fois je leur dis prenez des rushs de tests sur internet qui traînent de Joycam, Astu. Moi je donne des rushs dans ma formation pour s'entraîner, je suis en mode entraîne-toi. Parce qu'en fait, tu vas apprendre tout ce qu'il faut dans la formation, mais si tu t'entraînes pas, et pareil, si tu mets rien sur les réseaux, le client qui va tomber sur ton profil, il va aller le voir. S'il voit pas que tu travailles ou au moins que tu tentes des trucs, tu fais des trucs, faut montrer que t'es actif. D'ailleurs, c'est ça qui est fou dans la communauté des monteurs, c'est qu'il faut montrer aux autres monteurs aussi que t'es actif, parce que ça marche aussi beaucoup par j'ai vu le travail de ce monteur-là, je sais qu'il est chaud, je vais le contacter parce que moi je peux pas prendre cette demande client, tu vois. Ah oui, ok. Et du coup, ça marche beaucoup par je montre ce que je sais faire. On en revient avec l'image tout à l'heure quand je te dis il y a beaucoup de monteurs du coup qui montrent qui savent faire une belle image, parce que c'est plus facile de montrer une belle image que montrer un bon son. Malheureusement, c'est un vrai problème. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de montre que tu travailles. Et construis-toi du coup ce portfolio, quitte à ce qu'il soit pas bon. Et après, il y a toujours la question de est-ce que tu préfères avoir un portfolio avec des vidéos qualitatives ou avec plein de vidéos? Ouf, ça je sais pas. Moi je suis team qualitatif de ouf. Moi je suis team un peu entre les deux. Je suis team entre si t'as 2 vidéos et on voit qu'elles datent de 2 ans, bon, ok. Par contre, si tu montres que t'as
10, 15, 20 vidéos depuis 6 mois, mais qu'il y en a 2 qui sont au top de la liste et que tu sais que c'est eux où t'as plus travaillé dessus et tu les as mis en avant, on montre que t'as un peu de quantité, pas trop non plus, et le client tombera sur ta vidéo que t'as mis en avant. Et là, tu parles de vraiment d'un point de vue montage, quoi. Même en presta, Ouais. ça dépend de comment tu fais ton portfolio. Mais il faut mettre en avant tes meilleurs projets, évidemment. Il faut en avoir un ou deux où tu as charbonné, et c'est vraiment ceux-là où tu dis, regarde, tu vois, c'est ces liens-là que t'envoies, tu vois. Moi, dans mon portfolio, il y en a une dizaine que j'envoie max, que je peux envoyer. Tout le reste, il y a des vidéos, je préfère même pas les envoyer aux clients parce que la presta, il y avait pas assez de budget ou j'ai pas assez donné. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, ça crée la quantité. C'est-à-dire que quand tu viens sur mon portfolio, tu vois toute la liste des clients et tu vois beaucoup de vidéos et tu dis, il a beaucoup travaillé. C'est intéressant. Moi, ça m'évoque plusieurs choses. Sur le fait que le portfolio aussi, moi je me projette vraiment il y a 2 ans, j'étais paumé quoi, je savais pas quel type de vidéo faire. Ouais. Et il y a aussi ça, ce truc de, tu sais pas que le mariage c'est pas pour toi tant que t'en fais pas 2, 3 quoi. Donc il y avait un peu cette logique là. Et pour refaire la temporalité, parce qu'il y a vraiment cette question de à partir de quand tu te payes, parce que moi forcément, vous l'aurez compris, mais je suis team prestation offerte mais pas gratuite. C'est-à-dire qu'on fait le devis avec le prix réel, genre je sais pas moi, 2000 € le mariage. Et après, tu fais une réduction de 2000 €. Donc là, t'inquiète pas que le client, il est pas tatillon. Il se dit, oh putain, c'est ouf le cadeau qu'il me fait. Mais il sait que ça coûte ça Voilà. et qu'après, tu peux le facturer. Alors ça. que s'il voit 0, genre la prestation, elle coûte 0, là, il va dire, tu peux pas changer la musique. Et puis, il y a moins de valeur perçue aussi, Ouais, je pense. et ça, tu dis, son travail, il pense que ça vaut 2000, mais il me l'offre parce qu'il a envie de créer son portfolio. Tu vois, c'est cool. Donc ouais, je suis team travail offert à fond. Donc prenez les 3, 4, 5 premiers clients et offrez-leur la prestation. Moi, j'ai fait ça pour une illustratrice. J'ai fait ça pour un mariage. J'ai fait ça pour de l'événementiel, pour de l'interview d'un joueur de foot. Enfin bref, ça n'a aucun sens, aucune logique. Mais au moins, je me suis fait la main et ça m'a beaucoup aidé à savoir ce que je voulais faire. Et en termes de temporalité, parce qu'effectivement, je reprends ce que je disais, mais il y a cette question de à partir de quand tu te payes. Moi, je me suis lancé en juin et mon premier contrat payé, bien payé d'ailleurs, c'était en octobre. Donc ça fait juin, juillet, août, là, faut septembre. avoir du cash flow là. Ouais, tu vois, moi j'avais le chômage moi. Et c'est à partir de octobre où j'ai fait un vrai mariage à, je sais pas, 2004, un truc comme ça. Bah, moi, je pars du principe que, en fait, tu peux pas partir de 0 et un client te paye. C'est super dur. Je suis assez d'accord. Si t'as aucun travail à montrer. D'un point de vue, je comprends pas ce que le prestataire il fait, ou d'un point de vue, je sais pas faire. D'un point de vue où le client, il arrive et tu me dis montage ou vidéo, tu vois. Tu me dis, c'est 100, 200 € le montage ou 600, 1000 € la presta vidéo. Ah oui, il dit, bah ouais. Et tu dis, ok. À quoi ça ressemble, ouais. Ok, mais à quoi ressemble ton travail? Et si tu dis, ah, mais moi j'ai rien, là, je viens de commencer. Le client, voilà. Par contre, tu dis, écoute, écoute, j'ai ça comme vidéo, c'est des projets Mais perso grave. que j'ai fait. Tu vois, projet perso, c'est pas très grave. Après, si t'as pas de projet perso, t'as pas envie de le créer, t'as pas envie d'être devant la caméra, t'as pas envie de. Ok, dans ces cas-là, il existe les mais c'est vrai. prestations offertes. Quand Et j'y là, pense- c'est ce que t'as fait. Quand j'y pense, ma chaîne YouTube aussi a participé à ça de ouf. Dès le début, j'avais soigné mes b-rolls, etc. Et en fait, je m'en rendais pas compte, mais les premiers clients me disaient, ok, ce mec sait faire de la vidéo, il débute certes, mais je peux lui faire confiance, quoi. Donc, carrément, projet perso à fond. En fait, il faut avoir des projets à montrer aux clients dans ton portfolio. Donc, il faut avoir un portfolio. Ensuite, est-ce que c'est une presta que t'as fait pour quelqu'un d'autre et que t'as offerte, ou t'as été sous-payé, ou enfin payé à la baisse, ou est-ce que c'est un projet perso, on s'en fiche. Mais à partir du moment où tu vas vouloir chercher ton vrai projet qui te paye, il faut que t'aies quand même quelque chose à montrer, quoi. Et c'est ce que je dis au monteur, je dis, tu peux pas commencer le montage si t'as rien à montrer. Après, t'es pas obligé de travailler gratuitement pour quelqu'un d'autre, travaille gratuitement pour toi dans ces cas-là. Ouais, Dans tous les ouais, cas, c'est t'es ça. obligé d'investir ton temps, en fait. De ouf. Mais faire des projets perso, c'est ça. J'avais pas intuité comme ça, mais créer sur YouTube, par exemple, c'est travailler gratuitement pour ça. C'est c'est créer son marrant. portfolio indirectement. Ouais, c'est vrai. Mais il faut pas que des vidéos YouTube, sinon c'est dommage. Quand tu vas créer ton portfolio et que tu vas faire des prestats, bon, au début tu vas les faire gratuites, donc t'as peut-être pas besoin d'avoir un statut professionnel, être en entreprise ou en auto-entreprise, mais il va falloir le faire. Donc ça, c'est le 4e conseil. C'est le 4e conseil. Ouais. Il y en a qui repoussent un peu ça et je peux le comprendre, c'est un peu chiant. L'auto-entreprise, en réalité, c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. En fait, créer l'auto-entreprise, c'est un peu barbant. Vous allez passer vous allez passer le même moment désagréable que quand tu fais tes impôts, un peu. T'as plein d'entreprises qui peuvent t'aider ou le faire pour toi ou t'aider, t'accompagner par la main. Sinon, tu peux le faire tout seul. Il y a plein d'aides, il y a plein de vidéos, il y a plein d'articles. Même si c'est un peu relou, il y a pas mal d'arnaques aussi, c'est pas un truc spécial comment lancer son entreprise, mais j'aimerais quand même le notifier. Vous allez recevoir par mail et par voie postale des arnaques qui vous disent faut payer 200 €. Une auto-entreprise, ça ne coûte rien à créer. Ça ne coûte rien à lancer. Ce qui est normal vu que l'adresse est rendue publique. Parce qu'en fait, l'adresse est rendue publique et ces entreprises-là ont comme des bots qui, dès qu'il y a une nouvelle adresse auto-entreprise, ils t'envoient directement le faux courrier. Et en fait, quand tu commences à déposer tes papiers et que c'est déposé publiquement, tu as ces papiers qui arrivent parce que tu as ton adresse qui est disponible sur Internet, qui est à ton nom, ton prénom. Tu peux faire en sorte que non, mais il faut tous les mois rebalancer des papiers administratifs. Bref, on va pas trop rentrer dans les détails, mais faut le faire. En fait, je voulais juste dire que la création, c'est un peu barbant.
Après, tenir son auto-entreprise, c'est pas si long que ça. Et le message que les gens vous disent que l'auto-entreprise, ça coûte 0 à créer, 0 à fermer, c'est vrai. Par contre, que ça coûte 0, c'est faux. Parce que chaque année, tu as la CFE, en gros, c'est un impôt, c'est une taxe qui dépend de là où tu habites. Et celle-là, par contre, elle est obligatoire, peu importe si tu fais du chiffre d'affaires ou pas. Mais sachez, par contre, qu'à part ça, vous pouvez lancer votre entreprise dès que vous avez l'idée de vous lancer en vidéo, parce que on vous prend du pourcentage sur vos chiffres d'affaires. Donc, si vous faites 0, on vous prend un pourcentage de 0, donc 0. Donc c'est pour ça que moi je le dis directement au monteur, attends pas, parce que en n'étant pas en auto-entreprise, tu t'enlèves 80% des clients, voire quasiment 95% en fait, voire quasiment 100% des fois. Mais là, ouais, c'est très axé micro-entreprise. Sinon, Moi, il y a je la sais que- société, c'est différent. Ouais, je sais que C'est vachement beaucoup de plus. temps se pose la question de est-ce que j'ouvre une société, une micro-entreprise, parce que mine de rien, on a une passion qui coûte un bras et qu'il y a cette notion de charge. La question se pose, j'ai pas la réponse. Pour moi- les monteurs, c'est sûr et certain que Oui. le choix, il est très vite fait. Micro-entreprise, c'est mieux. Par contre, si tu as beaucoup de cash et que tu veux investir, je pense que c'est mieux de créer une société. C'est des calculs. À voir. Ouais, c'est c'est des des calculs, on n'a calculs. pas la réponse. C'est très individuel. Et pour le coup, moi, j'ai fait ces calculs et j'ai choisi de passer en micro-entreprise. Enfin, de tenir une micro-entreprise. Encore aujourd'hui, je l'ai encore, mais la question se pose aujourd'hui de passer en société. Ça, c'est un autre sujet. Mais globalement, il y a 2 ans, encore une fois, je me remets, parce que c'est un peu l'objet de l'épisode, mais je me remets à mes tout débuts. La question, c'était comment je peux mettre ça tu vois, comment je peux rayer ça de ma to-do list, quoi. Créer mon entreprise. Et du coup, la micro-entreprise, c'est parfait pour ça, quoi. Ouais, faut le faire. La micro-entreprise te permettra de le faire rapidement et tu pourras passer en société très rapidement. Parce que comme j'ai dit, fermer l'entreprise, ça coûte C'est ça. rien. Faire Autant- micro-entreprise into société, easy. Société into micro-entreprise, là, c'est un peu plus chiant. Donc pour Faut moi, je dis, liquider. vaut mieux pas perdre de temps. Même si le calcul est plus avantageux que tu sois en société, le temps que t'aies le temps de le faire, go en auto-entreprise et Ouais. après tu vois. D'ailleurs, on vous mettra quelques liens, je pense, si ça te va, en description pour t'aider à choisir entre entreprise ou auto-entreprise. Je connais aussi un ami à moi qui m'a aidé à me lancer en SASU. Il m'a aidé à prendre mon premier alternant. Il est vraiment top, tu vois, ce gars-là. Donc je vous mettrai le lien de son profil en bas si vous avez besoin. Il vous aidera volontiers. Il crée pas Trop mal cool. de contenu là-dessus. Bah, j'irai voir parce que moi, je me pose plein de questions. Écoute-moi bien, je rigole pas quand je dis ça. Il m'a plus aidé que mon propre comptable. Après, c'est parce que mon comptable, c'est une entreprise comptable. Comptable, tu sais, c'est pas un comptable. Le service client est pas finalement dingue. Donc c'est pas lui qui est exceptionnel non plus, tu vois. C'est mon service comptable Je vois qui est très pas bien. ouf. Et lui, il est bon. Donc Ok. du coup, il est. Intéressant. Je t'embêterai après l'épisode. Let's go. Pour le 5e conseil, on reste toujours un peu dans cette vibe business entreprise. Mais ouais, ça, c'est mon dernier conseil. C'est peut-être le plus important et c'est quelque chose que je m'applique encore aujourd'hui. C'est embrasser cette idée que la vente, c'est pas diabolique, loin de là, et qu'il faut vraiment apprendre à se vendre. J'ai un pote monteur qui déteste se vendre. Il Mais je peux déteste comprendre, moi, tout je ce suis- qui je est suis argument pareil. commercial, il déteste ça. Et Ouais. je le comprends. Tu lui dis quoi à ce pote? J'ai du mal à lui faire comprendre que c'est Ok. pas si grave. Et en fait, je lui dis, si t'as aucun argument de vente, tu ne vends pas, c'est point. Ouais. Et quand tu dis, je suis bon, c'est un argument de vente. Alors, t'es pas obligé de dire, prenez mes prestations, c'est les meilleurs montages du marché. T'es pas obligé de grossir le trait. En fait, n'importe quoi que tu dis à ton client pour qu'il prenne la presta, c'est indirectement de la vente. Et Ouais. j'essaie de lui dire ça, que c'est pas diabolique la vente. Moi, j'étais un peu comme ton pote. Et en fait, un des déclics que j'ai eu, c'était vraiment de comprendre que en fait, ces réactions très défensives, en mode putain, je le vois, lui, il est en train de me vendre un truc. En fait, c'est un miroir de ouf. Et c'est parce qu'on juge la personne qu'on a devant nous, et que nous-mêmes on juge, qu'en fait, on est si sur la défensive et qu'on n'arrive pas à se vendre. En fait, si j'arrive pas à me vendre, c'est parce que je juge les gens qui le font. Ouais, Et à partir ok. du moment où j'ai arrêté de me dire, ok, en fait, il y a plusieurs niveaux de vente, il y a plusieurs façons de vendre, et il y a des façons plus humaines, plus éthiques, plus agressives, etc. Et en fait, dans tous les cas, on a le même objectif c'est de faire du chiffre. Et quand j'ai compris qu'en fait, effectivement, j'ai pas besoin d'être ce mec qui close, tu sais, qui prend au téléphone et qui doit closer à la fin de l'appel. Qui doit Mais utiliser les biais cognitifs. Ouais, de ouf. Quand j'ai compris que je pouvais être une autre personne beaucoup plus humaine et que en fait il y a une conversion qui arrive à la fin de l'appel aussi, bah en fait il y a plein de choses qui sont débloquées. Donc ça c'est vraiment un aspect au niveau de la vente, prestations, produits, etc. Mais c'est aussi de comprendre que quand on débute, on veut être le meilleur vidéaste possible, on veut être le meilleur monteur possible, on veut être le meilleur créateur possible. C'est une chose, mais c'est ce qu'on appelle la valeur réelle et qu'en fait il y a une autre chose qui s'appelle la valeur perçue qui doit être égale voire supérieure à la valeur réelle. Exemple très, très bête, on met 2 candidats A et B. Le candidat A, il est trop fort en vidéo, c'est un 9 sur 10. Il est trop fort. Par contre, il se vend comme une... Et c'est un 4 sur 10 en communication. Et bah, le client, il va aller chercher la personne qui est 6 sur 10 en vidéo, mais qui arrive à se vendre en étant un 7. Ouais, parce que le client voit la valeur perçue, il voit pas la valeur Exactement. réelle, il la verra après. Et quand j'entends valeur perçue, effectivement, ça va être... Tu parlais de Twitter tout à l'heure, de créer du contenu, de montrer ce qu'on sait faire. Ça peut être, encore une fois, un portfolio. Ça peut être une chaîne YouTube. Il y a plein de choses pour faire monter sa valeur perçue. On va pas en faire un podcast
podcast parce que ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Mais c'est hyper important d'avoir ça en tête c'est pas parce que je fais les meilleures vidéos que je vais me rincer, quoi, que je vais signer le meilleur CA. Et ça, c'est hyper important. C'est parce que du coup, il y a des gens qui ont réussi à avoir une valeur perçue énorme comparée à leur valeur réelle qu'on a du coup ce mauvais œil sur la vente. Tu vois, c'est parce que on a très bien, exactement. par exemple, il y a un mec qui a super bien vendu sa formation, mais en en fait, réalité, elle est éclatée. Ouais. Et le raccourci qu'on se fait, c'est qu'on se dit, parce que je vais pas augmenter ma valeur perçue parce que lui, il est comme ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, imaginons, editing plus ma formation. Dis-moi. Imaginons, c'est la meilleure. Je dis pas que c'est le cas. Imaginons, c'est la meilleure, mais vraiment de loin. Et que je te dis, et que c'est possible que tu fasses 3 000 € dès le premier mois. Et j'utilise cet argument. Mais cet argument va être mal vu parce que des gens ont dit ça et que c'était pas forcément vrai derrière, ou alors les compétences étaient nulles, etc. Et donc, du coup, malheureusement, tu peux rien faire contre ça, mais après, c'est ce que je disais aussi du coup à mon pote qui savait pas se vendre aussi et que je dis, c'est que moi j'utilise des arguments qui je sais sont vrais. Si au bout d'un moment je peux assurer 5 000 € de CA dès le premier mois au monteur qui prend ma formation, je le dirai. Je passerai peut-être pour un vendeur de formation, mais enfin un vendeur bullshit quoi. Moi, tant que je sais que ce que je dis derrière est vrai, je le fais, tu vois. Et ça, c'est mes valeurs, tu vois. Ouais, ça c'était Voilà, par exemple. Et tu contrôles pas ce que les gens vont penser. C'est ça. Mais c'est une façon de faire. Alors que moi, tu vois, je suis encore dans ce stade où je porte beaucoup d'importance à ce que les gens vont penser. Ah non, mais moi aussi, attention, faut faire attention à pas paraître nul et donc du coup, enfin pas paraître vendeur de bullshit, ça c'est sûr. Et tout ça pour dire que c'est vraiment une échelle, il y a des curseurs à placer. La vente, c'est pas qu'une façon, c'est pas c'est pas le marketeur avec un costard cravate ou le c'est quoi tu disais, le digital nomade. Le digital. Voilà, on n'est pas obligé de se rentrer dans des cases comme ça, c'est des curseurs. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc quand tu disais valeurs perçues et valeurs réelles. Et vis-à-vis des trucs sur Twitter, il y a pas mal de monteurs qui veulent améliorer leur valeur réelle. Attends, ça va être technique. En voyant la valeur perçue des autres. Ah. Je m'explique. Il y a pas mal de monteurs qui veulent améliorer leurs compétences et devenir des cracks en motion design. Donc le motion design, pour ceux qui sont un peu plus du côté vidéaste, du côté de Nico, le motion design, c'est vraiment agir sur les formes, les textes, et vraiment faire des beaux mouvements et tout. Donc on parle pas de colo, on parle pas de focus. Je ne sais pas faire ça. Il y en a plein qui veulent vraiment, parce qu'en ce moment, c'est un peu sur Twitter, au moment où j'enregistre ça, les monteurs idéalisent ça et pensent que du coup la valeur réelle, ça va être ça. Et même moi, ça m'a impacté dans ma confiance sur mes montages pendant un moment. J'étais en mode, moi je sais pas faire autant de motion design. En fait, il y a plein de jeunes débutants qui me mettent une vitesse sur After Effects. Ouais. Et en fait, après, je regarde les vidéos et je vois que le son, c'est pas bon. Je vois qu'il y a des cuts qui sont pas bons. Je vois que le mec, il a beau faire un beau motion design, ce que ça raconte, c'est pas ouf. Ou alors, ce qu'il a mis à l'écran, c'est pas pertinent. Je me suis dit, en fait, du coup, les monteurs se font avoir par une valeur perçue, mais c'est pas la valeur réelle derrière, tu vois. Parce que l'image est plus importante que le son. On y revient. C'est hyper compliqué, hein. Parce que nous, en tant que client, on peut se baser que sur la valeur perçue. Et c'est pour ça que nous, en tant que prestataire, du coup, il faut vraiment faire attention à bien augmenter ces deux jauges en même temps, quoi. C'est ça. Parce que si ta valeur réelle est pas bon derrière, ça, j'ai eu des exemples de monteurs qui avaient une valeur réelle derrière pas autant que le client pensait. Et du coup, ça a des répercussions derrière sur... Dans les deux cas, faut éviter qu'il y ait un écart, quoi. Je pense que le meilleur scénario, c'est quand t'es even et O. Ouais. Égal. Even, ça veut dire égal. Putain, le mec. Je précise. Dernier conseil, numéro 6. Et je vais pas reparler de la formation, c'est bon, ça a déjà été fait. Pourquoi je voulais parler de ça? Je voulais parler que c'est bête comme conseil. C'est comme lancez-vous en auto-entreprise, c'est bête, mais... Croyez en vous. Croyez en vous. Allez sur YouTube et Instagram. Il y a plein de tutos. Alors moi, j'ai ma perspective de monteur, mais tu m'auras pas, Nico. J'ai aussi vu plein de tutos. J'ai tout appris sur les caméras sur YouTube. Ah bah oui, de ouf. C'est gratuit, c'est assez rapide quand même d'apprendre. Ça restera plus long que si vous achetez une formation payante, parce que le principe des formations payantes, c'est, t'achètes une formation sur la direction des lumières. T'apprendras plus vite que si tu cherches sur YouTube, parce que sur YouTube, évidemment, pour faire des vues et pour que ça marche les vidéos et pour gagner de l'argent, les YouTubeurs qui vont faire des tutos vont un peu faire les astuces les plus importantes, les plus connues, celles qui font cliquer. Mais tu peux beaucoup apprendre sur Instagram, il y a beaucoup de tutos sur les Reels. Sur YouTube, évidemment, c'est connu pour ça. J'ai appris le montage sur YouTube. Je pense que tu as appris un peu aussi la vidéo sur YouTube. On a tous appris sur YouTube grâce au merveilleux vidéaste qui nous apprend tout ça. Bisous à Pile et Face et explique-moi encore. Ouais, tu vois, pour raconter un peu mon expérience avec la formation que j'ai suivie. En fait, j'ai bouffé tellement de vidéos YouTube comme toi avant. Enfin, quand j'ai binge-watch la formation, je me suis dit, mais en fait, je sais déjà tout ça. Comme quoi, en fait, ça appuie sur ce que tu dis, c'est que YouTube, c'est une mine d'or de connaissances et que, en fait, ça,
c'est trop précieux, quoi. Par contre, il y a certains, par exemple, moi je sais qu'en montage, il y a certains secrets que tu auras que quand tu vas voir une formation. Ou alors, des grosses vidéos formation sur YouTube, c'est qui durent 4 heures de montage. Il y a des fadas qui ont fait ça. Moi, si j'étais quelqu'un qui voulait me progresser en montage, je suis pas sûr de prendre une formation, mais plutôt un mentorat. Ouais, Aujourd'hui, parce que avec 2 ans de recul. C'est plus Avec personnalisé. 2 ans de recul, ouais. Parce que là, vraiment, tu peux vraiment... Enfin, si je prends un accompagnement avec toi, par exemple, je peux te demander ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce qu'en montage, il y a ce truc technique de, voilà, j'ai vu ça, mais j'ai aucune idée de comment faire, apprends-moi. Entre mentorat, donc coaching aussi, formation et YouTube, ça en fait, ça vise de plus en plus large. En fait, Oui. tu pars du mentorat, t'es un truc très personnalisé. Donc là, c'est vraiment le forgeron qui apprend à son fils comment forger. Donc c'est vraiment très personnalisé, c'est vraiment du one-to-one. La formation en ligne, donc avec des vidéos ou en PDF ou quoi, enfin formation, tu vas quand même viser large, mais tu vas quand même orienter sur un besoin. Tu vas réussir quand même à toucher des gens un peu plus, voilà. Personnellement. YouTube, c'est un contenu carrément gratuit. Donc eux, ils ont besoin de faire le plus de vues possible pour rentabiliser. Alors que la formation, si elle ne fait pas beaucoup d'achats, mais que ça a été acheté par des personnes, j'ai quand même eu mon argent. Et bien plus vite que YouTube. Donc YouTube sont obligés de faire large, et donc du coup, tu vas apprendre moins. Plus tu vas chercher un truc personnalisé, plus tu vas apprendre vite. Mais plus ça coûte de l'argent. Parce que le mentorat, tu peux pas en faire. Tu vois, ma formation, il y a 500 personnes, je crois, dedans, ou même quasiment 600, si je rassemble les deux versions. Il y a 600 personnes. Je peux pas faire 600 calls par semaine. Ou 600, bien sûr. Et donc, du coup, les mentorats, ça coûte très cher. Donc, ça coûte de l'argent au mec qui veut apprendre. C'est le meilleur conseil. Donc, si tu as du cash, c'est... Bah, justement, moi, je respecte les débutants qui ont cette maturité déjà à se dire, OK, en fait, moi, ce qu'il me faut, c'est un accompagnant. Et moi, si c'était à refaire, je ferais ça. Tu vois, j'ai dû attendre 1 an et demi avant de prendre mon premier coaching, tu vois. Alors qu'en fait, c'est ça qui fait vraiment accélérer les choses. Et moi, les personnes que j'accompagne, mais je respecte ce truc de, je vais lâcher 700 balles sur X consultations parce que je sais que Nico, il va m'apporter ce qu'il faut, quoi. Et toi, je sais aussi que tu proposes des accompagnements et je trouve ça fort de la part de personnes qui débutent de se dire, OK, je vais pas investir dans une formation parce que c'est moins cher, mais je vais upgrader un peu le service parce que j'ai besoin de gagner du temps, quoi. J'ai 2 exemples pour te appuyer ce que tu dis en exemple. Moi, je suis plus en mode exemple et toi, t'es vachement plus en mode large, c'est bien. J'ai 2 exemples de vie. Là, actuellement, tu sais, je t'ai dit que je me suis senti un peu mal un moment en mode ah putain, ils connaissent tous After Effects et pas moi, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai boudé After et en fait, maintenant que je suis en train d'essayer d'apprendre, j'aurais pas dû bouder After. Vraiment, c'était pas si dur que ça. Et en fait, en ce moment, comme moi, j'ai compris en formant des gens que ça allait bien plus vite, du coup, j'apprends quand même un peu solo, etc. Mais j'ai pas hésité à prendre 2-3 coachings avec un pote à moi qui est chaud en After Effects. Parce que je me suis dit, je vais apprendre vachement plus. Du coup, je suis allé voir, j'ai fait, comment on fait ça ? Je te payerai, mais dis-moi comment on fait ça. Et alors, comme c'est un pote, il est en mode, non, t'inquiète, je suis en mode, si, tu vas me faire une facture. Comment on fait ça ? Et du coup, il a été beaucoup plus motivé. Il a pris 1 heure de son temps et j'ai appris bien plus vite. Deuxième exemple aussi, quand tu dis que ça demande une maturité, moi, je parle souvent de Théo. Donc c'est un élève de ma formation qui a très très bien réussi. C'est ton cas pratique le plus. C'est mon cas pratique. Ouais. Avant il y avait Moreau, mais c'est celui qui m'a permis de créer la formation, avoir l'idée. Et Théo, c'est celui qui m'a dit mais les mentorats c'est pas mal. Parce qu'en gros il a fait la formation, Théo, et il m'a envoyé un mail après qu'il a terminé la formation. Il a dit j'ai besoin de toi, enfin en personnel, tu vois. Et c'était la première fois et je me suis dit en fait on veut un accompagnement. Avant ça t'avais jamais fait d'accompagnement ? J'avais fait juste Moreau, mais gratuitement du coup parce que c'était un pote et tout. C'est venu comme ça. Ok, d'accord. C'est venu comme ça. Je crois que j'avais fait quelques coachings, mais c'était pas un. Tu vois, il y a ce truc dans l'infoprenariat qui est proposer des coachings / accompagnement, et quand on peut plus, tu peux plus accueillir de clients, là tu fais une formation. Mais j'ai toujours trouvé ça un peu bullshit. Ouais, c'est un scénario qui est très rare finalement. On a le droit comme toi de faire une formation d'abord et après avoir des besoins en accompagnement. Moi je voulais toucher plein de gens et après les gens qui ont acheté la formation se disent ok il m'a bien appris mais je veux apprendre de façon plus personnelle. Et Théo a la maturité et aussi, je vais pas te mentir, il a eu l'argent, il avait un job et tout qui faisait que voilà. Et donc du coup il s'est dit vas-y, moi je m'en fiche, j'investis et tout. Et du coup il a investi déjà de 1, il a eu la maturité de prendre une formation et ensuite il est allé au stade supérieur de prendre un mentorat. Donc je te rejoins là-dessus avec cet exemple-là. Mais à la base, le conseil, c'était vous pouvez aller sur YouTube et Instagram. Ouais, c'est vrai. Voilà, faut pas hésiter à bouffer des tutos et surtout, faut être un fada, quoi. Entre guillemets. Moi, j'aime bien parler d'obsession. Ouais, faut être obsédé par ça, tu vois. Faut avoir envie le soir d'être sur des tutos de comment régler ses ISO, tu vois. Je crois que c'est quelque chose que tu forces pas. Je pense que celles et ceux qui regardent ce podcast-là ont déjà ce côté un peu geek de la vidéo. Mais en fait, le danger, c'est de sous-estimer ce temps passé sur YouTube en mode putain, moi j'aime trop regarder des vidéos sur la dernière caméra, mais en fait je perds mon temps. Non, tu perds pas ton temps en fait. Non. Moi je suis un peu ça. Je me forme pas tant que je paye pas une formation, tu vois. Alors que j'ai passé X mois à regarder des vidéos YouTube. Tu perds ton temps en économisant ton argent. Justement, ça c'est hyper dur à se dire. Que tu économises de l'argent en allant sur YouTube. Moi j'ai du mal à le concevoir alors que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai parce que c'est gratuit. Et en fait, par contre, tu vas évidemment 4 heures passer le soir sur des tutos YouTube équivaut à 10 minutes sur une formation que tu as achetée. Et en plus, c'est tellement aléatoire. S'il faut tomber sur le bon tuto qui t'apprend 7 petites features. Ouais, non, c'est clair. Moi, ça m'est arrivé sur YouTube et je suis tombé sur un tuto qui apprenait 7 toutes petites features que j'ai jamais entendues et j'étais en mode oh,
Pourquoi on en a jamais parlé avant? Et il y a plein de micro-trucs comme ça dans le Mais montage. tu continues à te former là, en montage? Ouais, un peu, ouais. Bah, je fais une veille informative. Je suis plein de vidéastes anglais qui font des vidéos Stylé. sur le montage. Ouais, puis en plus, vu comme c'est en train de bouger en ce moment. Bah, par contre, comme j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'enchaîne les projets. Excuse-nous. Non, mais toi aussi, on n'a pas beaucoup de temps et tout. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a la maturité de se dire, ah, j'ai pas le temps de passer 6 heures sur YouTube. Viens, je me forme, c'est plus simple. C'est pas faux. Très belle conclusion. En fait, prendre soin de son temps, quoi. Sacraliser son temps. C'est enfin. ça. Donc, du coup, par exemple, tout ce qui est DaVinci, je voulais au moins regarder des tutos pour voir de loin à quoi ça Ouais. ressemble. Et aujourd'hui, tu préfères prendre une formation? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais en vrai, si je devais apprendre DaVinci, oui. Ok. Je pense que j'irai voir Alex Jackson. Petite passe D. Je pense que oui, j'irai voir une formation. Mais en gros, moi, je voulais regarder déjà des tutos de YouTube pour voir de loin, appréhender le logiciel de loin sans vraiment le toucher. Juste pour. Je reste sur Premiere, mais je vois ce qui se passe. Mais comme j'ai pas trop le temps de faire cette veille informative sur DaVinci, je sais juste qu'il continue de faire des mises à jour de fou. Moi aussi, je regarde ça un peu de loin. Toi, tu devrais. Oui, je pense que c'est un projet pour le S2, là, le semestre 2. Oh, il a annoncé. On en reparle à la fin de l'année. Ok, on récap les 6 conseils. Premier conseil, on avait dit quoi? On avait dit que l'image, c'était moins important que le son. Donc, si vous avez de l'argent à dépenser, mettez-le dans le son. Parlant d'argent. Conseil numéro 2, c'était quoi? C'était une petite passe D, on s'entraîne, hein, mais... Ah oui, une petite passe D, merde. J'étais pas prêt, moi j'étais concentré. Bah c'est utiliser son argent correctement dans le bon matériel, donc ça revient avec le son, mais surtout pas s'éparpiller. C'est pas parce que tu vas focus le son que il faut que tu t'achètes tous les micros. Utilise correctement ton argent au début, c'est le plus important. Dès que t'as acheté ton matériel, il faut pas le laisser dans le placard. Il faut Faire son portfolio. J'ai J'adore. vu que t'avais... J'adore. que t'avais bien réfléchi à la transition. Non, mais ouais, clairement, bien ficelé, mais dès qu'on a un matériel suffisant pour faire une belle vidéo, go en faire. Mais même quoi. suffisant pour faire une vidéo. Hein. T'as un iPhone, tu t'as acheté un petit micro, vas-y. Bah go. ça, je suis pas complètement d'accord avec ce truc de faites vos premières prestations à l'iPhone. Mais peut-être pas payé, mais au moins un petit projet perso. Tu filmes ton pote qui fait du skate, lui ça lui fait un Ouais, truc petit pour son montage, réseau, ouais, et je toi ça te comprends. fait un petit montage. Mais ouais, portfolio à fond, ne serait-ce que d'un point de vue très égoïste, en mode faites-vous la main, quoi. Ça, c'est trop important et je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas faire leur portfolio. Et ensuite, quand t'as fait ton portfolio... Quatrième conseil, il faut Non, pas rester... meilleure transition. Ensuite, quand t'as fait ton portfolio, J'y arrive pas. il faut aller voir des clients. Sauf que pour aller voir des clients et se faire payer, il faut être auto-entrepreneur. On bosse les transitions, les gars. D'accord? Donc, ouais, se lancer en auto-entreprise, ne pas avoir peur, la phobie administrative, parce qu'elle est pas si grosse que ça, en tout cas pour l'auto-entreprise. Et il y a plein d'aides de partout pour vous aider. Franchement, en fait, on sous-estime l'aide et à quel point elle peut être claire sur si on la cherche au bon endroit. L'aide pour se lancer en auto-entreprise. Mais dès que t'es lancé et que t'as ton premier client, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu te vendes. Il faudra rentrer du cash à un moment, ouais. Non, mais il faut surtout que tu apprennes à te vendre à ton client bien pour sûr. pouvoir te faire payer. Bien sûr, bien sûr. Je crois que les gens oublient aussi qu'on est entrepreneur aussi pour faire du cash. Et donc, la vente est essentielle. Comprendre cette différence entre valeur réelle et valeur perçue, c'est essentiel. En fait, dans tout. Dès qu'on poste, dès qu'on crée des choses, je crois que c'est valable pour tout métier créatif. Tu vois, ça s'applique à des illustrateurs, à des musiciens. À des... Ça s'applique même à des vidéos YouTube, genre. Ouais, bien sûr. La valeur Dès lors perçue, que tu c'est la crées minia. quelque chose, je pense qu'il y a cette notion de valeur perçue qui est hyper importante. La valeur perçue, c'est la minia et le montage. La valeur réelle, bah, c'est le fond de la vidéo, le script et l'idée. Valeur perçue, hyper important. Et pour augmenter sa valeur perçue, autant monter en compétences. Et pour monter en compétences, il y a quoi de mieux que des vidéos YouTube Et Instagram. Et des Reels Instagram. Ouais, et Instagram, TikTok. c'est vrai qu'on n'a pas trop développé, mais En fait, il y a beaucoup. En fait, c'est la suite logique, quoi. Il y a beaucoup de réels avec des tutos. ouais, c'est assez récent, je trouve. C'est depuis, allez, 1 an et demi. Ouais, et comme les gens sur Instagram, c'est des Reels, donc il faut que ça soit court et du coup pertinent pour faire des vues. Pas de bullshit. Ils sont très clairs, ils y Ouais. vont très vite. Alors des fois, peut-être un pas assez niveau expliqué, pédagogie, c'est pas ouf. mais Mais en pour termes certains de points, ouais. pépites, ouais. Avec ces 6 conseils concrets, j'espère que vous allez vraiment passer à l'action, Ouais. parce que le but, c'est de passer à l'action. Ouais, c'est un épisode très axé débutant. Là, j'ai vraiment fait l'effort mental de me projeter dans le Nico d'il y a 2 ans, tu vois. C'est-à-dire, vraiment dans cette période estivale là, que je me suis lancé, donc je vois très bien les problématiques que j'avais. Et c'est fou un peu les progrès qu'on peut faire en 2 ans. Est-ce que tu suis un peu Big Flo et Oli? Pas du tout. Il y a un lien. Une fois, ils ont fait une pause. Ça, j'ai suivi. Ils ont fait un documentaire après, que j'ai regardé. Ouais. Parce que j'aime les documentaires, mais pas parce que j'aime Big Flo et Oli. Tu détestes Big Flo et Oli? Ils se sont auto-interviewés avant la pause. Ouais. Ils se sont posés des questions à eux après la pause. Et ils ont créé une vidéo là-dessus. Ok. Et l'immersion est quasi parfaite. Attends, ils ont une chaîne YouTube? Oui. Ah, je savais pas. Mais ils sortent pas énormément de vidéos, mais ils ont sorti cette vidéo qui est géniale parce que vraiment sur fond blanc, t'as les anciens, Big Flo et Oli, et les nouveaux, et qui se répondent avec une vraie discussion qui marche très très bien. Ok, j'irai voir. Donc on est un peu sur une recommandation, quoi. Déjà. Et moi, je te sens qu'un jour tu vas faire ça. Si je le sens. De me poser des questions à mon futur... Attends. À ton futur toi et que tu vas en créer une vidéo. Je pense que ton Ouais, c'est vrai. Nico toi, ça passerait bien avec ton personnage, avec ce que tu es. Faudrait que j'essaie un jour. Moi, déjà, je prends l'habitude de m'écrire
m'écrire des mails à mon futur. Tu connais ça? C'est génial ça. Allez hop, recommandation, on va finir sur ça. Bien Mais sûr. tous mes anniversaires, j'écris à mon +1. Genre, aujourd'hui, Nico, on a 29 ans. J'espère que quand tu liras ça, et bah, tu souffleras tes 30e. Et j'espère qu'on aura accompli ça, et que, je sais pas, moi, t'auras ça, et tu vivras ça, et tu seras plus ça, et moins ça, quoi. C'est trop bien. Et j'ai oublié le mail là, mais je sais que je le recevrai en février 2020. J'ai fait un truc comme ça à mes 20 ans, ouais. J'ai tourné pour mes 30 ans. Ouh! Une vidéo. Attends, mais elle est où cette vidéo? Oh, bah, il faudrait que je la retrouve un jour. Ouais, voilà. Mais C'est ce elle que est, j'allais je, dire, faut pas non, la je, perdre. si, je sais qu'elle est stockée dans un endroit sûr, mais il faudra que je fasse quelques sauvegardes, je pense. Stylé, faudrait que je fasse ça un jour. Pour mes 30 ans, je fais ça, pour mes 40 ans. Let's go. Voilà, fin de l'épisode numéro 4. Merci d'avoir écouté et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao. Bye.